RFM. Thierno Alassane Sall face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Le remaniement ministériel annoncé en grande pompe n'a été finalement qu'un léger réaménagement du gouvernement de combat selon le Premier ministre candidat, équipe de campagne électorale pour d'autres. Bonjour Thierno Alassane Sall. Bonjour Babacar. Vous attendez quoi de ce nouveau gouvernement? Mais pas grand-chose, puisque ça fait bientôt 12 ans que le président de la République remanie intempestivement ses gouvernements sans aucune cohérence visible. Il vous souviendra que notre promesse, parce que je fais partie de ceux qui avaient rédigé le programme Yoonu Yokkute, était de limiter le gouvernement à 25 membres. Aujourd'hui, on est à 40 officiels, plus les ministres conseillers, ça veut dire que c'est l'extrême gabegie. Par ailleurs, les critères de sélection des entrants et des sortants semblent être uniquement la capacité à remobiliser l'appareil politique de la paire, puisque vous voyez bien que des entrants qui sont des APR authentiques, sinon des membres fondateurs, qui semblent être du clan des frustrés, ont été repêchés pour calmer une partie de la base de l'APR qui ne se voit pas dans la candidature du Premier ministre et qui ne se voit pas dans le gouvernement. D'où la nomination de certaines figures historiques, des jeunes notamment. Mais aussi des nominations paradoxales qui confortent la logique de partage de gâteaux et de pillage de nos ressources. Par exemple, l'ex-DG de la Sonacos a été nommé certainement pour gérer la base de Darou Mouhty, sans aucune cohérence. Quelqu'un qui a été ministre dans des gouvernements qui ont été déclarés inaptes par les Sénégalais et congédiés en 2012, qui revient par la grande porte en 2023, c'est simplement pour des raisons strictement politiciennes. Et on peut, dans les détails, démontrer cet état de fait. Oui, vous parlez de Modou Diagne Fada parmi les nouveaux entrants dans ce gouvernement, ministre des collectivités territoriales, précédemment donc directeur général de la Sonacos, la principale huilerie du pays, société publique essentielle dans les campagnes agricoles. Vous avez fait un commentaire sur lui qu'on a suivi d'ailleurs. Vous répétez la même chose aujourd'hui presque, parce que dès sa nomination, dès l'annonce de ce gouvernement, vous avez dit que Modou Diagne Fada, il a mis la Sonacos sous perfusion. Réplique du président du conseil d'administration de la Sonacos, Youssou Diallo, il vous donne même, si vous voulez bien, la définition selon lui du terme sous perfusion en écrivant ceci. On dit qu'une entreprise est sous perfusion lorsqu'elle ne couvre pas ses charges ou qu'elle ne les couvre que par l'exploitation de grâce ou d'appui ou subventions financières extérieures, celles de l'État en particulier. Il dit que vous confondez sous-perfusion et compensation. De toute façon, ça c'est de la littérature qu'il est en train de faire. Les faits, c'est que l'exploitation de Sonacos, c'est-à-dire la transformation de l'arachide en huile, est quasiment à l'arrêt. C'est une activité qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Il y a des stocks d'arachide de campagnes précédentes qui sont encore dans les magasins. Et la Sonacos vend plus d'arachide décortiqué à des Chinois ou à des étrangers que de vente d'huile. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que... Ce qui n'est pas sa mission première. Et la plupart des usines fonctionnent au ralenti. Et des travailleurs qui sont quasiment sans utilisation, sans travail, quoi, qui sont payés mais sans travail. Et d'où vient cet argent, précisément? C'est par la location de terrain que la Sonacos possède, qui appartient au domaine de la Sonacos. On aurait pu s'arrêter sur ce sujet assez intéressant. Et d'ailleurs, le Parlement ou des audits externes ou l'inspection générale d'État aurait dû se saisir de ces questions-là. Donc, plutôt que de faire son cœur de métier, qui est la transformation de l'arachide en huile et la production d'autres produits dérivés comme le javel, comme le vinaigre, tout ça, c'est par des milliers de tonnes que c'était produit mensuellement. C'est zéro aujourd'hui. Et c'est grâce à des produits
parallèles, comme la location de terrain ou la vente d'arachides décortiqués, que la Sonacos survit. Et survit dans des conditions d'ailleurs extrêmement inadmissibles, puisque le recrutement, ils n'en ont pas parlé, et tout le monde peut vérifier que c'est un recrutement partisan, des gens du parti ISL. Mais ça, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on a vu dans la gestion. Ce n'est pas une première, c'est presque une tradition dans la gestion des affaires publiques. Le port, la poste, le coude, la poste, qui est le cas le plus typique. On croit revenir aux années de l'ONCAD, de la BNDE. Ce qui est choquant, Babacar, c'est pas tant qu'ils se permettent de prendre nos entreprises publiques pour des vaches à lait, mais c'est la sorte d'indifférence des Sénégalais qui presque trouvent normal que le pays soit un pays où les uns pratiquent la prédation la plus extrême, et que les autres prennent les bateaux en conséquence, ou n'aient pas de quoi vivre, ou aillent vers le Nicaragua. C'est cette mentalité de rapine qui a fini par s'infiltrer dans tous les corps de notre société, qui est très grave, quoi. Et c'est ce régime-là, d'ailleurs, qu'on veut perpétuer. Parce que quand il parle de gouvernement de combat, c'est un gouvernement où les gens vont mobiliser. Vous vous imaginez, en 4 mois, 5 mois, Thérèse Faye, elle aura le temps de découvrir son secteur. Birame Faye, il aura le temps de découvrir le ministère, ou d'autres auront le temps de découvrir le secteur. Moi, j'étais ministre. Quand vous changez de secteur, vous avez 1 ou 2 bons mois pour vous pénétrer des dossiers. Mais ils seront déjà en campagne, ils sont déjà en campagne. Ils n'ont rien à faire du Sénégal. C'est les Sénégalais qui doivent en tirer les conséquences. Ils ont conduit le Sénégal au bord du gouffre. Vous vous rendez compte, la Poste. 4000 emplois au jour d'aujourd'hui, 2000 en 2012. Ils ont fait plus que doubler le nombre d'employés, en tenant compte des départs, etc. La Poste qui est soutenue à bout du bras par le citoyen sénégalais lambda qui paie la mauvaise gestion de cette entreprise. Alors que tout le monde a suivi au jour le jour les mécomptes, la mauvaise gestion, la malgouvernance qui sévissait à la Poste, où on a vu même des bus être utilisés dans des campagnes électorales. Donc quand ils disent un gouvernement de combat, c'est vraiment pour utiliser les moyens de l'État, comme à la Poste, comme ailleurs, pour aller en campagne électorale. On va s'arrêter aussi sur la nomination de Lat Diop au ministère des Sports. Limogé de la LONASE il y a quelques jours, et lors de la cérémonie de passation de service, son remplaçant, Abdourahmane Baldé, faisant déjà un premier bilan de la gestion de Lat Diop, dit avoir remarqué des incohérences dans les chiffres de la LONASE, des centaines et des centaines de millions de francs CFA, quelques milliards. Et bizarrement, ce Lat Diop limogé de la LONASE, remplacé par un autre qui déjà fustige des problèmes dans sa gestion, est nommé ministre dans le gouvernement, ministre des Sports. Si vous voyez bien, c'est un gouvernement parfois de vieux cheveux de retour qui sont revenus parce que on a fait le calcul d'épicier électoral. On a vu que peut-être que sa base de Guédiawaye, il faut la tenir en compte pour pouvoir gagner à coup de sondage. Donc il faut sauver le soldat Lat Diop. Mais le cas de Lat Diop n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Les fonds de Covid sont là, Babacar. 1000 milliards, plusieurs. Et si on reste au ministère des Sports, je vais y revenir. Le DAGE cité dans ces dossiers des fonds force Covid-19, il y a également toutes ces interrogations autour de l'argent de la Coupe du Monde. Le même DAGE reste au poste. Reste au poste. Et la personne dont vous parlez, M. Lat Diop, on se connaît personnellement. Je vois dans quelles conditions il est venu d'ailleurs à la paire. Dès qu'on a gagné, bon, voilà, il s'est précipité à aller cogner à des portes et fenêtres la nuit pour pouvoir avoir accès à la paire. Et je peux citer d'autres, dont un certain boy Khalis de Louga. Et donc, ce sont ces gens qui ont fini par prendre en main la paire et l'appareil d'État à tous les étages. C'est pourquoi des scandales qui auraient fait vraiment scandale au sens premier du terme du temps de Diouf ou du temps de Senghor, mais passent comme pour des piqûres de moustiques. Vous vous rendez compte de les affaires dont vous parlez au ministère des Sports, ou bien le fonds Covid, 1000 milliards.
Il y a un certain monsieur Ouzi, ministre, qui avait été à l'époque remercié, qui reprend du galon à l'Assemblée nationale, puis au FONSIS. C'est-à-dire il semble qu'il faut faire des preuves en matière de malgouvernance pour avoir la capacité de monter en grade dans le système. Ça montre le système mafieux mis en place, où il faut vraiment donner des assurances de sa capacité de faire mal au pays ou de faire mal pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de responsabilité. Et les Sénégalais maintenant sont à la croisée des chemins au sens étymologique du terme. Où on continue, on va vers le mur, où on change complètement de politique. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Là, on est en train de parler d'économie, on verra dans d'autres secteurs bientôt. Mais il n'y a quasiment plus d'État. Il y a une petite Camarilla, comme on l'appellerait, comme on veut, d'individus qui n'en font qu'à leur tête au vu et au su des citoyens. Les citoyens savent très bien comment ce pays est tenu. Ils savent très bien comment surgissent les richesses, les immeubles, les bâtiments, les richesses soudaines des uns et des autres. Ils savent très bien comment est obtenu l'argent qu'on donne aux ASC, les subventions qu'on donne, etc. Pour les parrainages actuellement. Ils font le tour du pays pour ça. Les citoyens ont conscience. Les citoyens sont un peu complices, non? Un peu bien sûr, on est dans une situation où, si on ne crée pas le déclic, on sera dans la situation d'Haïti. Hein. Les pays pourrissent par la tête. Les peuples aussi pourrissent par la tête. Quand on se vautre dans une certaine forme de malgouvernance, de corruption généralisée, mais ce qui en résulte, c'est que le pays finalement finit par exploser. Hein. On va encore reparler de la gestion des affaires publiques tout à l'heure, et on reste dans ce nouveau gouvernement. Nouveau, c'est selon. Sidiki Kaba, à l'intérieur, le ministère qui organise les élections, des membres de l'opposition émettent des craintes. Ces craintes sont-elles vraiment fondées? Peut-on tripoter une élection au Sénégal aujourd'hui? Manifestement, on est dans un processus amont où il y a déjà beaucoup de controverses autour des prochaines élections. À l'amont déjà. Et les élections, ce n'est pas que le 25 février. Le jour du scrutin, il est difficile de bourrer les urnes ou de changer les PV. Ça, c'est clair. Mais en amont, tout ce qui se fait en matière de choix peut effectivement changer fondamentalement les résultats des élections, notamment ces parrainages qui sont un premier filtre très sélectif et peu transparent, je dois avouer. Bon, tout le monde a des craintes. La preuve, c'est que même l'APR, lors des législatives, a eu des controverses sur sa liste de parrainage. Pour une petite erreur, pour un petit... Voilà, on peut... voilà. Donc, Sidiki Kaba est responsable de l'APR de Tambacounda. Comme dirait l'autre, le néo-opposant, je ferai tout pour faire gagner mon camp. Ali Ngouille avait dit qu'en tant que ministre de l'Intérieur, je ferai tout pour faire gagner mon camp. Donc, mais c'est la logique on peut se demander d'ailleurs pourquoi à quelques encablures on change quelqu'un qui, théoriquement, présente des gages de neutralité beaucoup plus élevés. Antoine Diome. Oui, puisque n'étant pas politique au sens premier. Et j'allais vous demander si Wade, peut-être la réponse est oui, Wade a fait mieux que Macky Sall en la matière, parce qu'en 2012, on a créé un ministère des élections, un politique à l'intérieur, un ministère des élections dirigé par un non-politique. Ça, Wade l'avait au moins fait. Oui. Macky Sall n'est pas très fan de ce schéma-là, lui qui a été élu sur ce même schéma. Incontestablement, Wade a eu des velléités de manipuler la Constitution pour s'accrocher. On se souvient du fameux quart bloquant. Mais, de par la culture de son époque certainement, il savait où s'arrêter. Quand il a vu que voilà, le peuple se rebiffait, il s'est arrêté. Mais en plus, il n'a pas été juste... Il avait un certain... Je suis presque désolé de le dire, mais il avait un certain fair play dans la mesure où il sait que il se disait qu'on ne peut pas le battre à la régulière et qu'il faut donner un minimum de chance à chacun parce qu'il a grandi dans ce combat-là. Là, toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles ont été introduites. Non conventionnelles, c'est vraiment éliminer des adversaires avant même le parrainage ou bien les éliminer par la voie judiciaire en disant, en les sortant du fichier électoral comme Khalifa et Karim en 2019,
toutes les armes ont été utilisées. Donc, on a détricoté la démocratie sénégalaise, que Wade a fait souffrir, hein, et on l'a détricoté jusqu'à ce qu'il n'en reste plus grand-chose. On parle de démocratie aujourd'hui, mais on n'est pas mieux loti que certains pays de la sous-région. Sidiki Kaba a donc remplacé à ce poste Antoine Diome qui devient ministre du pétrole et des énergies. Ces matières qui ont été un tournant dans votre cursus politique, puisque vous avez dirigé ce ministère sous une autre appellation, certes, et vous avez quitté vos fonctions parce que pas d'accord avec le président Macky Sall sur les termes de certains accords signés avec des sociétés pétrolières. Vous avez publié un livre, on s'en souvient, sur ces sujets-là, avec les contrats octroyés à Franck Timis et au groupe français Total. Vous aviez formulé de graves accusations contre le gouvernement Macky Sall. Étonnamment, il n'y a pas eu de suite. Vous n'avez jamais été inquiété parce que pour moins que ça, d'autres ont été convoqués devant la justice. C'est vous-même qui annonciez des plaintes. À l'époque, j'étais membre du CRD avec Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et d'autres qui, les deux nommés, avaient déposé la plainte en tant que député et ancien Premier ministre auprès du juge d'instruction, lequel avait d'ailleurs reçu M. Ousmane Sonko pour la plainte contre Mamour Diallo, mais n'a jamais voulu nous recevoir notre, écouter nos deux mandataires pour la plainte sur Franck Timis. Alors que les faits étaient, on ne peut plus incontestables, puisque le président de la République lui-même, vous vous souviendrez, après une prière à la grande mosquée, avait dit qu'il n'a jamais reçu de rapport de l'IGE et qu'il fallait... Si c'est le dossier Timis, on sait que c'est classé sans suite. Classé sans suite. Et c'est là où la justice sénégalaise, je crois, a écrit les pages les plus sombres de son histoire. En donnant à croire et en laissant croire à la face du monde qu'un dossier qui a eu un retentissement mondial ne l'intéressait pas. Et depuis lors, il y a eu effectivement une confirmation de ce que la justice avait des œillères. J'ai fait tantôt référence au fonds Covid et au rapport de la Cour des comptes qui on connaît aussi un traitement d'une célérité particulièrement remarquable, pour dire le moins. Et donc, c'est là où on est arrivé à douter, nous tous, de ce qu'il y ait une justice dans un pays. Parce que la justice, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. C'est la capacité de connaître Et on me dit ici, non, c'est parce que les juges sont sous tutelle. Le procureur est sous tutelle, etc. Mais le procureur français est sous tutelle du ministre de la Justice. Mais vous voyez bien que le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, est mis en examen. Et il va passer en haute cour de justice. En tant que ministre, aux États-Unis, le président Trump est aujourd'hui fait l'objet d'assaut, l'ancien président. Et même pendant qu'il était au pouvoir, le président Biden, son fils, fait l'objet d'enquêtes. Les juges ici sont relativement indépendants dans les textes. Ils ont à peu près les mêmes pouvoirs. Donc, parmi les réformes qu'on va introduire, il n'y aura pas de changement important par rapport au contenu des textes. Puisque, comme dit le juge Dème, c'est les juges qui ont démissionné, ou une partie des juges qui ont démissionné. Il y a les textes, quels qu'ils soient, mais il y a les traditions, les pratiques qui sont apparemment très ancrées, les pratiques peu orthodoxes pour certains. Oui, la volonté des uns et des autres de prendre en main leur indépendance. On y reviendra sans doute, mais par exemple sur l'affaire de Ziguinchor, un juge a pris ses responsabilités. On peut apprécier comme on veut, mais les juges sont relativement indépendants. Mais je crois que les juges font partie de la société et sont imprégnés dans les mêmes mœurs, dans les mêmes mentalités, dans le même jeu de rapport. Quand je l'ai souvent dénoncé, quand des magistrats acceptent d'être servis comme des fonctionnaires exceptionnels chaque fois qu'il y a des terrains à distribuer dans les meilleurs endroits du Sénégal, et parfois en violant les codes de l'environnement, comme la bande de Filao. Mais on est où? Pourquoi des juges accepteraient-ils d'être placés mieux que les militaires qui risquent leur vie tout le temps et qui ont fait de très bonnes écoles comme eux, des concours extrêmement sélectifs, ou des médecins qui, face à Ebola ou au Covid aussi, risquent leur vie et doivent être à côté des hôpitaux, etc., doivent avoir une certaine tranquillité. Pourquoi? Donc,
on est dans une république où il y a des formes j'allais dire, de complicité dans l'administration qui fait que l'indépendance de la justice n'est plus acquise. Mais sur les textes, sur les papiers, mais les réformes apportées par le prochain gouvernement ne seront pas aussi essentielles. Ce qui est important, c'est peut-être de mettre en place une autre mentalité. C'est pourquoi nous parlons de république des valeurs. Nit dafa am loy jom. Sur les contrats pétroliers, vous abandonnez le combat? Non, on n'a jamais abandonné le combat. C'est, comme je l'ai souvent dit et écrit, c'est le gouvernement du président Macky Sall lui-même qui a documenté ses propres turpitudes dans un rapport de l'inspection générale d'État qui ne peut pas être effacé. Rapport dit non officiel jusqu'ici. Jusqu'ici, mais que tout le monde a lu. Et dont la logique et les faits qui sont présentés sont tellement massifs, clairs, nets, précis, que tout le monde sait ce qui un rapport qui dit, un rapport non officiel, je le répète encore, qui dit que Franck Timis n'avait pas les qualités pour recevoir ce contrat-là d'exploration du pétrole sénégalais. Non seulement Petrotim n'avait pas les compétences, mais il y a une triche là-dedans puisque c'est antidaté. Ça, les gens l'oublient souvent. Que Petrotim qui a signé le contrat a été créé le 19 janvier 2012, alors même que le contrat a été signé le 17 janvier 2012. Donc, bien avant la création de Petrotim. Mais ceci procède d'une manipulation grossière parce qu'en réalité, les contrats ont été signés entre les deux tours de la présidentielle vers le mois de mars. Et sachant bien cela, Aly Ngouille Ndiaye, le président Macky Sall et d'autres ont entrepris de valider ce contrat dont ils ont parlé durant la campagne électorale. J'allais vous demander, parce que justement, puisque vous êtes candidat à cette élection qui arrive, le déclaré, il y en a deux autres candidats déclarés à cette même élection qui étaient au cœur de l'État pendant la signature de ces contrats. Vous parlez d'Aly Ngouille Ndiaye, mais Mohamed Boun Abdallah Dionne, on voudrait savoir, selon vous, quelle est leur responsabilité dans ces dossiers, ces affaires? Sans Aly Ngouille Ndiaye, les contrats de Timis et Petrotim auraient été retirés et le Sénégal aurait gagné mieux. Parce que lui-même a été informé par Tullow Oil dès le 2 mai 2012 que les contrats attribués à Timis l'ont été dans des conditions illégales. Et lui-même a entrepris une enquête personnelle en saisissant plusieurs ministères pour vérifier si les diligences nécessaires préalables à la signature de contrat avaient été menées. Et lui-même a signalé au président de la République qui a déclenché le rapport d'IGE. Donc lui, il était au courant. Qu'est-ce qui explique sa volte-face qui permet au mois de juin de présenter un rapport pour faire signer des décrets? Un rapport dont le Premier ministre Abdoul Mbaye dit à juste titre qu'il est bâti sur des allégations fausses et sur des faits faux. Je l'ai démontré dans le livre. Donc, il y a effectivement là du faux qui a été présenté en Conseil des ministres pour faire signer des décrets et attribuer à Franck Timis les permis dont eux-mêmes savaient qu'ils avaient été préalablement attribués par le régime Wade dans des conditions troubles et illégales. Ça, c'est la première chose pour ce qui concerne Aly Ngouille Ndiaye. La deuxième chose, M. Boun Abdallah Dionne, quand j'ai démissionné le 2 mai 2017, il a été nommé illico presto ministre de l'énergie, titulaire, plein, pour pouvoir signer le soir même le contrat de Total et 2 jours après, signer le transfert des 30% qui restaient à Timis dans les permis Saint-Louis Offshore Profond et Cayar Offshore Profond à BP Cosmos. 30% qui ont été vendus à 210 milliards cash, plus des royalties de 1%. Et il savait, puisqu'on a eu de larges débats dessus, lui, le président et moi, pendant 3 séances très longues, il savait que Timis avait été introduit dans des conditions extrêmement illégales. Et il savait également, et il a contribué à améliorer les demandes initiales de Timis, qui étaient de 100 millions de dollars, 50 milliards de francs CFA, vis-à-vis de BP Cosmos. Et pendant tout ce temps, ils ont entretenu avec une autre personne qui leur a servi de caution, c'est-à-dire le président de l'Assemblée de l'époque, entretenu l'idée que oui, on ne peut pas dire que de l'argent a été perçu parce que le pétrole génnagul, gaz génnagul, naka lañu mën a jaay. Mais en mai 2005, mai 6 mai, Timis a vendu le tiers restant alors que j'avais demandé par écrit et j'avais exigé qu'on retire à Timis les tiers. Ce qu'il faut retenir là-dedans,
C'est quand il dit que, je l'ai entendu chez un de vos confrères à Franc-Fati l'autre jour dire qu'il va s'attaquer au contrat pétrolier. Boun Abdallah Dionne. Oui, Boun Abdallah Dionne. Mais les Sénégalais, il prend les Sénégalais pour des... Voilà, il avait l'occasion, non seulement en tant que Premier ministre, de s'attaquer au contrat de pêche, les licences de pêche. Après, il peut répondre, c'est le président de la République qui donne le go, qui décide. Non, mais un Premier ministre a des responsabilités. Un ministre a des responsabilités. C'est pas l'organisation de la Constitution, c'est comme ça, pour ne pas transférer tous les pouvoirs à un seul homme. La Constitution de la République du Sénégal et l'organisation de l'État de la République du Sénégal, c'est pas que le président est un autocrate qui fait ce qu'il veut. Mais c'est parce que les autres se couchent. C'est tout comme dans la pratique, dans la réalité. Oui, parce qu'on accepte. Mais fondamentalement, nos textes ne sont pas si différents des textes de la République française ou du Cap-Vert ou du Kenya. Mais là-bas, on voit bien qu'au Cap-Vert, tout proche ici, la justice existe et peut arrêter l'exécutif. Le Kenya, la justice a arrêté, a annulé des élections présidentielles. Donc, c'est une question de culture et de volonté humaine. Le président n'est pas tout puissant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, lui-même fait semblant de se rebiffer. Et pourquoi n'est-il pas resté donc, si le président est tout puissant et peut faire tout ce qu'il veut, pourquoi n'est-il pas resté sous les ordres, n'a-t-il pas daigné se ranger derrière la candidature que le président a désignée? On peut se poser la question. Vous vous posez quelle question, vous, sur la candidature de Mohamed Boun Abdallah Dionne? Mais s'il a toujours dit oui, même sur des questions extrêmement graves qui engagent sa responsabilité personnelle devant la justice, s'il a toujours dit oui, comment peut-on comprendre qu'en dernière minute, ils disent oui, mais maintenant je reprends ma liberté pour... Soit monsieur ne pense qu'à sa personne et met sa personne au-dessus du Sénégal et des intérêts stratégiques du Sénégal qu'il a contribué à spolier, mais soit ce qui est pour moi l'hypothèse valable, mais il fait comme dans les courses d'athlétisme, là, il y a un lapin toujours qui court pour brouiller les pistes. Le lapin, c'est celui qui ne compétit pas, qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui juste sème les autres concurrents. Il est là pour semer. Vous pensez que Macky Sall, il est derrière la candidature de Mohamed Boun Dionne? Tous ceux qui connaissent les rapports entre les deux hommes savent qu'il ne lui a jamais refusé. Jamais. C'est très étonnant qu'il commence aujourd'hui. Désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça la réalité. Quelle pourrait être la motivation de Macky Sall faire gagner son camp. S'il met Boun Abdallah Dionne dans la course? Mais faire gagner son camp. Le lapin, il sert à faire en sorte que la course se déroule selon les bons vouloirs des organisateurs. Ici, c'est peut-être, on l'a vu pour les locales. On a vu un ministre qui a gagné des galons à Dakar, sponsorisé des listes parallèles contre la candidature officielle. On a vu des candidatures officieuses être reçues au palais. Il a nié, Boun Abdallah Dionne, il a nié. Ils vont nier. Tous les gens qui avaient été dans les listes parallèles, qui ont fini par le reconnaître, ont nié. Et c'est ça, c'est ça les coups, avec les coups portés à la démocratie sénégalaise. C'est ces formes d'expression les plus délétères du suffrage, y compris le fait qu'eux, aujourd'hui, ils se mobilisent en masse, eux et une partie de l'opposition, pour siphonner les parrainages citoyens, sachant bien que la loi, dans son esprit et dans son texte, fait pour amener un peu plus d'assouplissement et donner plus de chance à une participation inclusive, puisqu'on a vu que les parrainages constituent un filtre très, très, très sélectif. Mais la loi permet à eux de s'en tenir au parrainage des élus. Mais ils vont utiliser beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour siphonner les parrainages des citoyens. Mais ça, c'est une attaque contre la démocratie. Et malheureusement, certains partis de l'opposition s'adonnent à ce jeu. Et demain, quand ils auront contribué à éliminer une bonne partie des candidats, ils vont leur dire « Oui, mais venez nous aider, bon, ouais, etc., etc. » Je pense que les candidats qui ont été ainsi privés sauront quand même faire la part entre les vrais démocrates et ceux qui croient que la compétition électorale, c'est un jeu de dupes. On va encore évoquer l'attelage gouvernemental, le nouveau, pour enchaîner sur votre programme. Pour la première fois, le Sénégal se dote d'un ministère chargé du chemin de fer. Ça emballe ou pas, justement, ce ministère des chemins de fer, le Thiessois, que vous êtes natif de la capitale du rail? Moi, j'étais ministre des Transports au moment où on parlait de PSE, là, les premiers, comment on appelle ça, de Paris, quand vraiment la communauté internationale avait encore
envie de croire que le Sénégal pourrait être une exception. 2014. Le Club de Paris, oui, qu'on a appelé finalement un groupe consultatif. Groupe consultatif. Et je crois que l'exposé que j'avais fait, qui consistait à dire qu'on fait un rail à écartement standard de Dakar, du port de Dakar, jusqu'à Tamba ou Kidira, où on mettrait un port sec, pour que les camions maliens n'arrivent plus jusqu'à Dakar, coûtait 1000 milliards. Écartement standard. Le président de la République a... Et ça pourrait desservir en même temps le TER. Hein? C'est-à-dire que la banlieue de Dakar, on pourrait trouver des modules spécifiques qui, sur les mêmes rails, aux heures de pointe, desserviraient la banlieue de Dakar. Donc, comme on dit, formule 2 ou 3 en 1. Bon, le président de la République a dit, moi je veux faire mon TER, 800 milliards, qu'on subventionne aujourd'hui à 18 milliards par an, parce que pour que les prix soient tenables, c'est-à-dire que pour 1,5 milliard mis par l'exploitation de TER, il y a 1,5 milliard que l'État du Sénégal met en place. Donc, on aurait pu, pour fluidifier l'économie du pays... Comme explication, la rentabilité sociale. Oui, la rentabilité sociale eût été, ce que je suis en train de dire, beaucoup plus conséquente si le train était allé jusqu'à Bamako avec 1000 milliards, mais tout en ayant 2 ou 3 voies de plus pour mieux améliorer la circulation entre Dakar et la grande banlieue, avec des modules beaucoup moins onéreux, mais tout aussi efficaces. Puisque de toute façon, comme je me tue à l'expliquer souvent ici, le TER, même s'il peut rouler à 350 km/h, ne roule pas à plus de 100 km/h en moyenne, puisque les gares sont trop proches. Ce qu'on appelle la vitesse commerciale ne dépasse pas les 100 km/h à cause de la proximité des gares. Et à certaines heures, c'est vite. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut une subvention. On aurait pu, comme dans tous les pays du monde, il n'y a pas un réseau spécifique Maroc, partout où vous allez, spécifique pour la banlieue, un réseau spécifique pour les grandes distances. C'est le même réseau qui est exploité. Ce qu'il voulait avec différents types de trains. Bien sûr. Ça peut même être les mêmes types de trains. Parce que quand il y avait le petit train de banlieue, ce qui posait problème, c'est l'écartement des rails, c'est la vétusté des rails, c'est la vétusté des locomotives, parce que nous étions parmi les seuls pays au monde. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on essaie de faire rentrer dans la tête des Sénégalais des choses qui n'existent pas. Ce qui faisait que le train de banlieue n'était pas très efficace, c'est d'une part, l'écartement était métrique. Donc, on était les rares pays au monde à l'exploiter. On ne pouvait plus renouveler nos locomotives, il fallait les bricoler. On ne pouvait plus renouveler la technologie. Les rails étaient vétustes et étroits et on ne pouvait plus rouler à une certaine vitesse. Et que de toute façon, il fallait une certaine forme de subvention. Mais si on avait justement mélangé ces petites courtes distances avec les longues distances, comme font les compagnies aériennes, c'est valable dans tous les modes de transport. Ce n'est pas spécifique au rail. Vous avez une compagnie aérienne comme Air France, comme Lufthansa, ils ont un réseau interne de petits courriers, ils ont un réseau international, ils ont un réseau moyen et ils essaient d'exploiter tout ça de manière à trouver un équilibre général. Mais l'État aussi suit pour avoir un impact plus global sur l'économie du pays. Mais vous voyez que quand on veut transporter des oignons, quand on est pays producteur de riz, d'oignons, de bouillie, de mad, etc., et que ça pourrit à l'intérieur du pays parce qu'on n'a pas les moyens de transporter, on a des vieux camions, mais la priorité des priorités, c'est de faire en sorte aussi que ces acteurs économiques qui sont parmi les plus faibles, qui sont parmi les plus démunis, puissent être touchés. La rentabilité sociale ne concerne pas que la grande banlieue de Dakar, parce que sinon on fait un appel d'air pour que tout le monde vienne habiter Dakar, transhumer et vivre à Dakar. Et ça, c'est un gros souci. Et donc, la rénovation du rail, un système de transport équilibré, est une condition préalable au développement de notre économie. Ça, c'est certain et nous allons nous y atteler. La relance du chemin de fer, espérons que ça donne du travail aux jeunes. La jeunesse sénégalaise et l'immigration clandestine. 2023 est sans nul doute l'année record. Des milliers de Sénégalais ont tenté l'aventure entre janvier et aujourd'hui. Difficile d'avoir un chiffre exact. La situation difficile dans le pays est la principale explication. Au même moment, pourtant, Thierno Alassane Sall, les prévisions du FMI annoncent des perspectives de croissance solides pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est à ne rien y comprendre, j'allais dire. Les prévisions de croissance, c'est quoi? C'est on mesure que notre PIB était de temps, il a augmenté, mais il faut voir les raisons de son augmentation. La population du Sénégal, de toute façon, le PIB du Sénégal, sauf si on s'écrasait totalement, allait croître de 60 à X jusqu'à une certaine limite dans le temps, de manière naturelle. Pourquoi?
Parce que la population augmente, donc nos importations de riz augmentent, nos productions de bananes ou de mango augmentent, etc. Forcément, le PIB augmente. Il y a un effet mécanique. Est-ce que vous voyez? Dû au fait que la population du Sénégal augmente. Mais est-ce qu'il y a une transformation structurelle de l'économie du Sénégal qui permet de trouver de l'emploi? Au moment où ce PIB augmente, quelles sont les entreprises sénégalaises qui en ont été impactées? Les entreprises de BTP du Sénégal, qui étaient quand même parmi les plus grandes pourvoyeuses d'emplois, sont en train de se transformer en d'autres activités. J'en connais un, je ne veux pas citer le nom, il est dans l'hôtellerie. D'autres essaient de faire dans la cimenterie, d'autres, etc. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sénégalaise qui a été positivement impactée. Je vais aller plus loin, sur deux aspects. Le Sénégal produit quoi? Le Sénégal ne produit rien. Peanuts, notre huile qu'on raffinait, on décortique, on vend à l'étranger brut. On mesure la capacité d'une économie à impacter et à créer de l'emploi par la valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai de l'arachide, j'en fais de l'huile, je fais de javel, je fais des savons, et j'exporte. Je résous mes besoins, j'exporte. J'ai des mangues, j'ai de bouillie, j'ai de bissap, etc. Je transforme ça en fruits, en tartines, en confiture, en jus de fruits. Je fais en sorte que plus personne n'exporte chez moi. C'est-à-dire je n'importe pas de Dubaï, un pays qui n'a pas de fruits, sauf les dates. Et j'importe du jus de rani là-bas. Qu'est-ce que j'importe là-bas? Le travail des ouvriers de Dubaï. Si on n'arrive pas à mener de la valeur ajoutée dans nos fruits, comment on peut créer de l'emploi? Pareil pour le cuir, pareil pour le bois. Donc tous nos secteurs, l'artisanat se meurt totalement. On n'a fait aucune modernisation. Au contraire, notre artisanat subit de plein fouet le choc des produits tout faits importés de Chine ou ailleurs, qui sont du papier mâché qu'on transforme en table, etc., qui ne sont pas durables, qui n'ont aucune qualité, mais qui concurrencent sévèrement nos artisans. Malgré l'existence du ministère de l'artisanat, a-t-on vu un seul patron devenir une grande entreprise d'artisanat, de fabrique de meubles? Avant, on voyait ici sur la corniche, MKR, je pense que ça s'appelait, qui essayait de faire des meubles de qualité. Maintenant, on importe tout, les portes blindées, tout, les tables, les chaises, tout de l'extérieur. Mais comment on peut produire de l'emploi si on ne fait pas de la valeur ajoutée? Première chose. Deuxième chose, il faut former nos gens. Donc, il faut investir. Il faut investir dans les PME qui vont transformer nos produits. Et c'est pourquoi nous devons être l'usine de l'Afrique de l'Ouest pour régler nos problèmes et vendre à l'extérieur. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai été récemment en Côte d'Ivoire. Il y avait des Sénégalais ici qui ont un certain savoir-faire, des ingénieurs, des techniciens et des Sénégalais d'origine libanaise, mais ils sont en train d'implanter leurs usines là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de petites choses que vous voyez qui viennent de Côte d'Ivoire, Colgate, jus de fruits, jus de ceci, savon, etc. Alors que le Sénégal était traditionnellement l'usine de l'Afrique de l'Ouest sous la colonisation. Notre savoir-faire est en train de partir là-bas. Nos plus jeunes qui ont été formés dans les centres de formation ici sont en train de s'installer là-bas, y compris nos médecins. Donc nous devons être l'usine de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre nos problèmes. Mais nous devons aller plus loin, parce que nous avons des compétences énormes dans le domaine des technologies. Il y avait eu au départ des velléités de faire des start-up dans le domaine des technologies, mais ça a été laissé en rade parce qu'on a utilisé le gap numérique comme toujours pour s'enrichir, pour faire de la politique politicienne, pour faire du tape à l'œil sans rien construire de solide. Dites-moi quel est le bilan de l'ADIE. 4500 km je le dis souvent, de fibres optiques dont on n'a rien à faire, qui a coûté des milliards. Donc nous devons avoir une véritable politique de numérique qui permette justement d'accompagner l'ensemble des startups, les gens qui font... Ajoutez-y le data center de Diamniadio, vide là. Vide. Ou le supercalculateur sous-utilisé. Mais alors que notre politique aurait eu d'accompagner le mécanicien pour qu'il apprenne la nouvelle technologie et qu'on l'accompagne avec les petites machines pour qu'ils puissent faire des tests. Mais on peut tout faire ça sous forme de mutuelle avec d'autres. Et que l'encadrer pour que les jeunes qu'ils forment soient des jeunes formés de manière moderne et qui puissent être utiles dans le monde actuel. C'est pourquoi aussi la formation professionnelle doit être au cœur de notre... Parce qu'on voit bien que le monde actuel, le menuisier, le tailleur, il utilise un ordinateur, il dessine tout sur et
Pour faire de la broderie. La broderie. Donc nous devons vraiment non seulement former les gens, mais nous-mêmes créer des produits qui permettent de faire la broderie. C'est des Turcs qui ont inventé ça, qui ont écrit. C'est des programmes qu'on écrit. C'est des programmes qu'on écrit pour faire... C'est des programmes qu'on doit écrire, nous, pour faire en sorte que le paysan sénégalais puisse surveiller sa récolte, depuis les semences jusqu'à la récolte, puisse pouvoir, comme le font les Ghanéens, détecter la présence j'allais dire d'insectes et pouvoir voir comment les traiter. Donc, nous avons toute une révolution numérique, mais pas une révolution numérique comme on le dit au ministère de l'économie, sur des papiers, mais qui s'occupe, qui accompagne, qui résolve des problèmes ponctuels clairement définis. Cette émission est presque terminée. Vous êtes un ancien ministre de l'énergie. On ne peut pas ne pas vous poser la question Sénélec avec cette initiative citoyenne qui dénonce cette initiative estime, ces citoyens sénégalais pensent que des augmentations sur les tarifs du courant ont été opérées à l'insu des abonnés de la Société nationale d'électricité. Quelle est votre position, votre opinion sur ce débat-là? Bon, j'avais déjà dit, je ne veux pas sembler revenir toujours à mon livre, mais j'avais déjà dit dans quelles conditions on a un conseil des ministres fait un large débat sur le fait que notre politique d'investissement dans le secteur de l'énergie allait induire une augmentation constante du coût de l'électricité peut-être jusqu'à la production de gaz. En ce moment, on aura peut-être un combustible moins cher et ça pourrait peut-être impacter, mais impacter de manière pas aussi importante qu'on le pense. C'était un conseil des ministres. Et parmi un de mes conseillers de l'époque avec qui je travaillais sur le dossier, c'est l'actuel DG de Sénélec. Vous savez, il n'y a rien qui ne procède pas de science. Le calcul des coûts de l'énergie, des investissements... Et pourtant, une barge louée de Turquie est au port de Dakar depuis plusieurs années, était censée fournir de l'électricité via le gaz. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Tous ces investissements... La barge, elle est là, toujours payée et... Oui, mais moi j'avais refusé la location de barge à une autre nationalité, des Émiratis. Pour dire que j'essaie vraiment, un ministre peut vraiment refuser certaines choses. Voilà. Tout ce qui nous arrive, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien il n'y a aucune fatalité là-dedans. Quand on prend de l'éolienne pour 150 mégas sans dire exactement pourquoi 150, pourquoi 120, pourquoi, etc. On dit, on signe des contrats d'électricité solaire, tant qu'on peut signer, on prend parce que le solaire serait gratuit. Mais non, le solaire a un coût parce qu'on investit. Et surtout, dans des conditions extrêmement compliquées. Vous voyez, pour 20 mégas, les uns vous disent 18 milliards, d'autres vous disent 20 milliards. Et tenez-vous bien, souvent ceux qui signent les contrats avec l'entreprise ne sont pas des promoteurs ni des businessmen réputés dans le secteur. Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères qui avait son contrat et qui allait chercher un ancien ministre d'État. Je ne dis pas Affaires étrangères, mais un ancien ministre d'État de Ouad qui avait son contrat et qui allait chercher des promoteurs derrière, à qui il a vendu. Donc la décote là, ça marche. Qui paye ça? Le Sénégalais. Pourquoi a-t-on permis ce genre de choses? Que des intermédiaires et des contrats de 20 milliards à y vendre ça peut-être à 18 milliards, empoche le différentiel et que le Sénégalais trinque. L'économie sénégalaise trinque. Parce que, justement, si on importe des jus de fruits de Dubaï, c'est parce que Dubaï, l'électricité coûte moins cher là-bas. Parce que Comment faire pour réduire les tarifs de l'électricité au Sénégal? L'État peut-il supporter une baisse des prix du courant électrique? Vous savez, aujourd'hui, l'État met 300, ils ne s'en cachent pas, ils le disent à l'Assemblée nationale, met 250 milliards pour subventionner l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, d'après les calculs de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, si le kilowatt, si tout était normal, on avait vendu au prix normal, il fallait
la Sénélec devrait augmenter les prix de manière à compenser, à rattraper ces 250 milliards. Et pour que l'État puisse bloquer les prix au niveau qu'il juge supportable, il met 250 milliards. Mais ça, c'est pas tenable, puisque l'État lui-même vit de dettes et a des dettes déjà de 250 milliards quasiment par bimestre à payer. Par bimestre à payer. Et au jour d'aujourd'hui, la situation du Sénégal, c'est qu'il n'arrive plus à couvrir, à aller payer, ou il trouve du mal à payer. C'est pourquoi l'État du Sénégal va, quand les échéances approchent, aller dans les banques pour demander, racler tout le fonds qui existe là-bas dans les banques à des taux d'intérêt onéreux, et en créant une éviction sur l'économie, puisque les banques trouvent plus facile de prêter à l'État du Sénégal que de prêter au premier Kidam qui arrive. Donc voilà la situation économique douloureuse dans laquelle on se situe. Faut pas rêver, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, la baisse. C'est pas demain la veille. Et la moralité, c'est quand même quelqu'un qui a été ministre de l'économie pendant 6 ans, qui veut continuer les commandes. Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, candidat de Benno. On termine sur Ziguinchor. Cette décision en faveur d'Ousmane Sonko, est-ce que pour vous, cela pourrait sonner une sorte de révolution dans le judiciaire pour que la justice prenne son indépendance? C'est anecdotique ou ça pourrait provoquer un déclic? Il y a 3 points qui me semblent importants de dire, parce que, voyez-vous, moi, mon appréciation, c'est que d'abord, il n'y a pas de surprise de mon point de vue, quand j'ai discuté avec des juristes, etc., préalablement il n'y a pas trop de surprise, puisque il est manifeste que l'État du Sénégal avait maintenu M. Ousmane Sonko en résidence surveillée chez lui pour pouvoir procéder à sa radiation et pouvoir après l'arrêter pour les motifs de troubles à l'ordre public et d'appel à l'insurrection. Donc, un contumax dont on sait exactement où il réside. Donc, la logique a été dite dans cette affaire, indépendamment de ce qu'on peut dire du magistrat ou autre. Mais la deuxième logique que j'ai dans cette affaire-là, c'est que il est quand même surprenant que M. Ousmane Sonko, pour une fois, ait accepté lui-même de se rendre en justice, alors qu'il a toujours contesté la justice de ce pays. Donc, soit que cette fois-ci, il a été sûr de son fait, et donc on peut en déduire que les autres fois, il était moins sûr de son fait. Mais en tout cas, sur l'affaire, par exemple, de la diffamation avec Mame Mbaye Niang, lui-même s'est mis devant le prétoire. Il est étonnant que, selon son bon vouloir et selon ses appréciations des niveaux de risque auxquels il est soumis, il fasse confiance à la justice ou il ne fasse pas confiance à la justice. Et je rappelle que ce pays a été traversé de convulsions, de troubles, des gens sont morts par rapport à cette appréciation. Et dernier point, c'est que il est étonnant aussi que les hommes politiques, l'État, comme Sonko, une partie de l'opposition, puissent avoir autant de mépris pour les juges. On se rappelle que Sonko a dit que Oumar Maham Diallo est aux ordres, qu'il est de la paire, qu'il est etc. Aujourd'hui, c'est les mêmes arguments que l'agent judiciaire de l'État semble utiliser contre un juge. Ça veut dire que la République est en naufrage. Merci Thierno Alassane Sall, on termine sur ça. Merci d'être venu à nouveau devant le grand jury d'RFM, leader du parti politique RV, République des Valeurs, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Merci à Abdou à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent et bonne fin de week-end à tous. Merci. RFM Midi. RFM Midi.